Ainsi s'achève le 10e et dernier tome du livre des martyrs. Voilà la phrase qui vient conclure ce cycle de fantaisie composé de 10 tomes. Un vide s'est emparé de moi à l'instant où j'ai lu ces mots, au moment où je devais dire au revoir à cet univers et à ses personnages. La raison pour laquelle je fais cette vidéo est évidente, vous donner envie de lire cette série, difficile certes, mais ô combien épique et fantastique. Mais d'abord, parlons un peu de son auteur. Steven Erikson est né le 7 octobre 1959 à Toronto, au Canada. Il fait des études d'archéologie et d'anthropologie. C'est durant ces années d'études qu'il va faire la rencontre de Ian Cameron Esselmont. Ensemble, ils vont créer un univers à travers leur partie de jeu de rôle, l'univers malazéen. Ils vont utiliser l'univers qu'ils ont créé et certains de leurs personnages pour rédiger les romans qui vont composer les différents cycles de cet univers. Le cycle principal étant celui du livre des martyrs. Après des années de galère pour trouver un éditeur, ce n'est qu'à la fin des années 90 que Transworld achète Les Jardins de la Lune, le premier roman du cycle. Viendront ensuite 9 autres tomes. En France, la série a subi 2 échecs, avant que les éditions Léa ne tentent à nouveau la publication de cette série dans la langue de Molière. Et le pari a été gagnant car, à l'heure où je vous parle, les 10 tomes sont disponibles en français. Une saga en 10 tomes, chacun faisant environ 1000 pages. Vous me direz que c'est énorme et que cette série doit perdre en force au fil des tomes ? Eh bien non, détrompez-vous. Les tomes 9 et 10 font partie de mon top 3 du cycle. Certes, il y a des moments plus calmes, et des moments un peu moins bons que le reste, je pense notamment à la première moitié du 7e tome, Le Souffle des Moissonneurs. Mais Erikson nous propose un univers immense, avec un lore qui remonte pour certains peuples à plus de 100 000 ans. Cet univers est immense, constitué de nombreuses cultures, les Phalari, les Napiens, les Wikiens, Kundril, Perish, Daloniens, Tistandi, Tistédur, Jagut, Imas et bien d'autres. Cet univers est constitué de nombreux personnages que l'on apprend à connaître, à aimer, à détester au fil des tomes. Sur ce point, les premiers tomes ne sont pas les plus représentatifs. Dans les 2 premiers tomes, on nous présente de nombreux personnages, mais Erikson n'en développe que très peu. Mais cela va en s'améliorant au fil des livres. Cela va en s'améliorant à tel point que j'ai eu l'impression de faire partie des brûleurs de ponts, ou encore des osseleurs, des groupes de soldats. Les personnages sont vraiment très intéressants et certains pleins de mystères. Je pense notamment à Tavor Paran, le dieu estropié, Violin, Rutangud et bien d'autres. Immensité est donc l'un des mots qui décrit les livres d'Erikson. Le second mot qui caractériserait l'univers d'Erikson est épique. Le cycle est ponctué de nombreuses batailles, aussi épiques les unes que les autres. Il n'est pas rare d'avoir un chapitre de plus de 100 pages qui décrit les différentes batailles qui auront lieu au cours du cycle. Sur ces points, les tomes 3, 6, 9 et 10 sauront combler les amateurs de bataille à grande échelle. Mais épique aussi en raison de ses personnages, des dieux, des ascendants ou encore de simples mortels. Épique par son système de magie, les Garènes. Mais ce cycle n'est pas juste une aventure épique, c'est également un lieu où l'auteur va réfléchir à certaines idées, certains concepts, comme la mort, le deuil, la nature humaine, la justice, la compassion, l'esclavage, le capitalisme, ou encore le sacrifice. J'ai notamment été touché par ces passages philosophiques dans les 3 derniers tomes. Ces passages nous amènent à réfléchir sur notre société, sur nous-mêmes, sur l'humain. Certains dialogues du cycle sont d'ailleurs à mourir de rire. Je pense notamment à ceux entre Théol et Bug, ou encore ceux entre Gessler et Wargan.
C'est une série qui est difficile, car rien n'est donné gratuitement au lecteur. Il faudra attendre plusieurs dizaines, voire centaines de pages avant de comprendre certains éléments de l'intrigue. C'est par exemple le cas du système de magie, qui n'est quasiment pas expliqué dans le premier tome. C'est au lecteur de le comprendre par lui-même. C'est également le cas pour l'intrigue et l'univers. Le premier tome démarre en plein cœur de l'action, et l'on ne va pas vraiment nous expliquer ce qui se passe. Des réponses seront disséminées au fil de l'histoire, et c'est au lecteur de les rassembler pour former un tout. Mais si vous ne comprenez pas dès le départ, ce n'est pas grave. Persistez, et vous en serez récompensé, car cet univers vous ouvrira alors ses portes. Au niveau des inspirations, il y en a deux principales. La première est l'Odyssée d'Homère, pour tout ce qui concerne l'influence des dieux sur le monde et sur les mortels. Et la seconde est la Compagnie Noire de Glenn Cook. Comme dans la Compagnie Noire, on va suivre des soldats pendant une grosse partie du livre. Et on a vraiment l'impression de faire partie de ces groupes. On vit avec eux, on se bat avec eux, on souffre avec eux et on meurt avec eux. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tenter l'aventure du livre des martyrs. Si vous désirez plus d'informations sur cette série, je vous invite à aller voir les vidéos de Calliope Duquer. Vous trouverez le lien en description. En vous souhaitant une bonne journée, matinée ou soirée, où que vous soyez. Maintenant que les cendres ont refroidi, nous ouvrons cet ancien volume. Ces pages huileuses racontent les récits des martyrs malazéens. Un empire en lambeaux, des mots sans chaleur. Le feu s'est éteint. Sa lumière et ses étincelles ne sont plus que souvenirs au fond de regards mourants. Quelle est la tournure de mon esprit, la couleur de mes pensées, à l'heure où j'ouvre ce livre des martyrs pour respirer le parfum de l'histoire. Écoutez donc les paroles portées par ce souffle. Ces récits sont ceux de chacun d'entre nous, encore et encore. Nous sommes de l'histoire vécue de nouveau. C'est tout, sans fin, c'est tout.